Bonjour et bienvenue sur Algomius. Écrire un programme en C, nous en avons déjà fait quelques-uns. Mais pour l'instant, ces programmes en fait sont très figés, très fixes. Nous avons des instructions qui se suivent. Le programme commence par exécuter la première instruction, puis passe à la deuxième, puis passe à la troisième, et il se termine quand il a terminé la dernière instruction de notre programme. C'est très figé pour l'instant, et nous n'avons pas la possibilité d'avoir une alternative. Si jamais nous voulons que notre programme fasse autre chose, nous n'avons pas d'autre choix que d'écrire un deuxième programme avec des instructions différentes. La structure conditionnelle, c'est la première structure qui va nous permettre de faire des choix dans le programme. Et ces choix vont permettre au programme en fait, d'avoir des exécutions différentes en fonction de paramètres ou en fonction de saisie d'utilisateurs. Bref, nous allons pouvoir réagir en fait, à une condition, un état bien précis. Dans cette vidéo, nous allons commencer par nous intéresser à la notion de bloc et de portée de variable. Effectivement, la structure conditionnelle va se reposer énormément sur cette notion de bloc. Un bloc, c'est quoi? C'est pas très compliqué en fait, c'est tout simplement un ensemble d'instructions qui ont été regroupées. Mais nous allons nous apercevoir que cette notion de bloc est très importante à comprendre, puisque en fait, elle est fortement liée à la portée des variables. La portée des variables, ça veut dire en fait où est-ce que je peux en fait utiliser une variable. Et on va s'apercevoir que je ne peux utiliser une variable que dans le bloc dans lequel elle a été définie. Une fois que nous aurons maîtrisé cette notion de bloc, nous allons passer à la structure conditionnelle proprement dite, et nous allons voir comment je peux réagir face à une condition. Comment je peux lancer des instructions lorsqu'une condition est vraie, mais comment, à l'inverse, je peux aussi lancer des instructions si cette condition venait à ne pas être vérifiée. Nous allons aussi nous intéresser à une structure un petit peu qui reprend un peu les mêmes notions, mais qui s'écrit de façon un peu différente, qui est la structure selon que, ou switch case dans les langages. Switch case ressemble assez à la structure conditionnelle, mais cette fois-ci, on est sur le cas bien particulier où une variable ne peut avoir qu'un nombre limité de résultats. Nous allons voir aussi qu'une condition peut être écrite de façon beaucoup plus complexe en combinant des opérateurs logiques. Alors là, on peut faire directement un trait d'union avec le chapitre mathématique de la logique, où l'on retrouve des opérateurs tels que le et logique, le ou logique et la négation. Et ces trois opérateurs, nous les retrouvons également dans le langage de programmation C, et nous allons les utiliser et les combiner pour faire en fait des opérations beaucoup plus complexes. Donc maintenant, nos programmes vont pouvoir réagir à un choix, et donc je vous invite à suivre cette vidéo pour voir un petit peu comment mettre tout ça en place. La première chose dont nous allons parler, c'est cette notion de bloc. Effectivement, la notion de bloc, on va la retrouver énormément dans les structures conditionnelles, mais aussi dans les structures de boucle, les fonctions, et même la fonction principale main. Alors un bloc, c'est quoi? Un bloc, ça permet de regrouper plusieurs instructions, et ça permet en fait de les grouper en une seule instruction. C'est comme si vous preniez plusieurs lignes d'instructions, vous mettiez en fait un gros sac autour, et en fait ça devenait qu'une seule instruction. Donc, un bloc est considéré comme une seule instruction qui en contient d'autres. C'est une notion qui est très importante à comprendre. Ça va nous permettre de comprendre comment réagit justement le programme sur les différentes conditions. Alors, comment je mets un bloc en place en C ou en C++? Eh bien, tout simplement, je le mets entre accolades, une accolade ouvrante et une accolade fermante. Le bloc peut lui-même contenir d'autres blocs, qui peuvent contenir d'autres blocs, et comme ça de manière récursive et indéfinie. On peut avoir donc plusieurs blocs qui sont compris dans d'autres blocs. Alors, toutes les instructions sont normalement contenues dans des blocs, et le bloc normalement principal, c'est celui qui suit directement la fonction main, le fameux int main, et vous savez bien qu'après le int main, on ouvre une accolade, et on ferme une accolade, et on a tendance à dire que c'est la fonction principale, c'est celle qui va nous permettre de mettre les instructions par lesquelles démarre notre programme. Alors la plupart des instructions se retrouvent dans un bloc, sauf les variables globales. Donc ça, ce sont des variables qui sont connues par toutes les fonctions du programme. Alors c'est quelque chose à éviter le plus possible, quand même, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas beaucoup. Ou les directives du processeur, c'est-à-dire tout ce qui commence par dièse, les fameux dièse include, mais on verra que ce ne sont pas les seuls, il y a d'autres directives aussi qui nous permettent par exemple de mettre en place des variables pour savoir si une en-tête a déjà été intégrée ou pas par exemple. Donc, ça, ce sont des instructions qui ne se retrouvent pas dans un bloc.
Alors, la notion de bloc, elle est très importante à comprendre puisqu'elle est fortement liée à la portée des variables. La portée des variables, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, si je déclare une variable, où ai-je le droit de l'utiliser? Et on va s'apercevoir qu'une variable n'est finalement visible que dans le bloc dans lequel elle a été déclarée. On parlera un petit peu plus tard des fonctions, et dans les fonctions, si jamais vous déclarez une variable dans une fonction, dans un bloc fonction, eh bien cette variable n'est connue que dans la fonction, n'est connue que dans ce bloc-là. Et lorsque la fonction se termine, eh bien toutes les variables locales qui n'auront été déclarées que dans la fonction sont supprimées. Donc il est important de récupérer la valeur avant la suppression de ces variables. Si on veut utiliser une variable en dehors de sa visibilité, on va avoir une erreur de la part du compilateur qui va nous dire qu'on essaie d'utiliser une variable qui n'a pas été définie. Pourtant, des fois, on a l'impression qu'elle a été définie, mais elle n'a pas été définie dans le même bloc. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre cette notion de bloc. Alors pourquoi c'est intéressant finalement cette notion de bloc et de limiter la portée des variables? Eh bien justement, le problème des variables globales fait que si jamais vous déclarez une variable globale à un programme, potentiellement toutes les instructions du programme peuvent modifier cette variable. Ça veut dire que si vous avez un programme qui fait, je ne sais pas, 5, 10 000, 20 000 lignes, eh bien potentiellement, si vous avez une variable globale, les 20 000 lignes pourraient modifier cette variable. Le fait de limiter la portée des variables fait que si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une erreur dans votre programme, qu'une variable ne contient pas la valeur escomptée, eh bien ça veut tout simplement dire, si vous avez limité la portée, que peut-être que vous allez récupérer que cette variable n'est modifiable que par une fonction d'une dizaine, d'une quinzaine de lignes. Et donc ça veut dire que l'erreur vient de ces 10-15 lignes. C'est quand même plus agréable de chercher une erreur dans 10-15 lignes que d'en chercher dans un programme de 20 000. Donc limiter la portée des variables est une très bonne idée. Ça vous permet justement de limiter la zone de recherche en cas de variables mal alimentées. Le bloc, et c'est là que cela va nous intéresser pour les structures conditionnelles, va pouvoir grouper plusieurs instructions, et ces instructions vont pouvoir être liées à une condition, c'est-à-dire que les instructions ne vont s'exécuter que si une certaine condition est remplie, ou alors d'avoir d'autres instructions qui vont se dérouler si jamais cette condition n'est pas remplie. Et on va garder ce même principe avec les boucles et avec les fonctions. Alors pour bien comprendre cette notion de bloc et de portée de variable, je vous propose de travailler sur un petit exemple en C. On va écrire un petit programme et dans la fonction main, on va créer tout simplement un bloc. Alors la fonction main est elle-même déjà un bloc, on va le voir en l'écrivant. Dans ce bloc, on va déclarer et initialiser une variable et afficher sa valeur. Tant que j'affiche la valeur dans le bloc, j'ai aucun problème, puisque la variable est connue dans son bloc. Si j'y accède dans le même bloc, je ne devrais pas avoir de problème. Que se passe-t-il si j'essaie d'afficher la valeur de la variable en dehors du bloc dans lequel elle a été définie? Nous allons avoir une erreur de C++, et nous allons voir un petit peu à quoi ressemble cette erreur, pour que si jamais on l'a de nouveau à l'avenir, on sache exactement comment réagir. On peut ajouter aussi un sous-bloc dans le premier bloc, et on va essayer d'afficher une variable, et on va essayer de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Et on va bien comprendre au travers de ce petit exemple introductif, justement cette notion de bloc et la portée de variable qui est associée. Alors, on va juste prendre un Visual Studio Code. Je vais créer un petit fichier, je vais l'appeler bloc.c. On est bien en C. Alors de quoi je vais avoir besoin? Alors j'ai pas besoin de grand chose, j'ai juste besoin un petit peu d'affichage. Et donc si j'ai besoin d'affichage, je vais inclure simplement la bibliothèque, c'est stdio comme in-out. Je vais utiliser ma fonction main. Et vous voyez que déjà, au moment d'écrire ma fonction main, eh bien ma fonction main, je la fais suivre d'une accolade ouvrante, puis à la fin du programme, une accolade fermante, et j'ai donc en fait ici un bloc. Ici, c'est le bloc de la fonction main. Donc, tout ce que je vais écrire ici va en fait être considéré d'un bloc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ma fonction main, C++ va comprendre que c'est par cette fonction qu'il doit démarrer le programme, et comme il doit démarrer à cet endroit-là, il va faire quoi? Eh bien, il va faire l'instruction qui suit, et l'instruction qui suit, c'est le bloc de la fonction main. Voilà comment on peut comprendre les choses. Alors, dans cette fonction main, on va ouvrir un bloc. J'ai tout à fait le droit de le faire ça. Souvent, on a l'habitude de voir des blocs derrière des structures conditionnelles ou des structures de boucle, mais j'ai tout à fait le droit d'ouvrir un bloc en plein milieu. Voilà, j'ai un petit bloc.
Et qu'est-ce que j'aimerais faire? Tout simplement, j'aimerais déclarer une variable int x, et dedans, je mets la valeur 5. Je vais afficher cette valeur, je vais faire un printf. Alors, je suis sur un entier, donc le descripteur c'est %d. Je vais à la ligne aussi, et je vais afficher la valeur de x. Voilà, point virgule, ça marche. Programme pas trop compliqué, hein. Je déclare une variable, je lui affecte une valeur, et j'affiche le résultat de la valeur. Je vais ouvrir un terminal en dessous pour que je puisse lancer ma commande. Donc je vais commencer par compiler mon programme bloc.c, je vais l'appeler bloc, voilà. Je lance bloc, et bloc m'écrit 5, pas forcément de surprise à ce niveau-là, hein. J'ai déclaré la variable 5, je l'ai affiché, super. Maintenant, que se passe-t-il si jamais je me retrouve en fait à écrire la variable x en dehors du bloc dans lequel elle aura été définie? Je fais un printf, voilà. Bon, je peux carrément copier ça. Je vais faire un printf et je vais afficher x, et vous voyez déjà que Visual Studio Code me souligne déjà le x en rouge, et me dit identifier x is not defined. Et là, en fait, quand on commence à programmer, on peut se dire, ah, bien sûr que si, il est défini, puisque je l'ai défini juste à la ligne 6, il est défini plus haut. Oui, mais vous voyez bien que le int x égale 5 a été défini dans le bloc avec les accolades rose, violette, là, et donc ça veut dire que à partir du moment où je quitte le bloc avec l'accolade fermante, toutes les variables qui ont été définies, déclarées dans le bloc sont supprimées. X est déclaré dans le bloc, donc quand j'arrive à la fin du bloc, X est supprimé, et donc dans la suite, je ne connais plus X. Si je veux aller au-delà du message d'erreur de Visual Studio Code, je peux tenter la compile, et là, en fait, le compilateur me donne bien le même résultat. Il me dit qu'il y a un problème dans la fonction int_main à la ligne 9, ok. X was not declared in this scope. Vous voyez qu'il vous le dit correctement, hein, X was not declared in this scope. Ça veut dire en fait que c'est pas que X n'est pas déclaré, c'est que X n'est pas déclaré pour l'endroit où on essaye de l'afficher. Donc il est bien prudent au niveau de la compile, il vous dit que X n'est pas connu ici. Ok. Alors comment je pourrais faire en sorte que X soit connu? Eh bien tout simplement, je pourrais faire en sorte que X soit déclaré en dehors du bloc. Et là, ça résoudrait mon problème. Si je déclare X ici, ça veut dire que X est déclaré dans le bloc jaune. Étant déclaré dans le bloc jaune, eh bien, je peux l'utiliser ici. Bon. Alors, on va essayer de voir aussi comment fonctionne un sous-bloc. Imaginons que dans le bloc rose-violet, là, j'ouvre encore un bloc qui est cette fois-ci bleu. Et j'essaie d'afficher X. Alors, cette fois-ci, est-ce que l'affichage de X va fonctionner? Alors, on va s'apercevoir que oui. En tout cas, Visual Studio Code déjà ne pose pas d'erreur. Mais ça a l'air plutôt logique parce que le bloc bleu est lui-même dans le bloc rose. Donc X ayant été déclaré dans le bloc rose, il n'y a aucun souci pour qu'il soit connu aussi dans le bleu puisque le bloc bleu est dans le rose. Bon, on va essayer de confirmer ça avec une compile. Ça compile et ça m'écrit bien 5 et 5. Donc vous voyez que quand je suis dans un sous-bloc, dans un bloc contenu dans un bloc, eh bien il connaît les informations du bloc de dessus. Mais encore une fois, c'est pas très surprenant, puisque le bloc bleu est lui-même dans le bloc rose, donc il n'y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, et c'est une notion que l'on va revoir très souvent au niveau des structures conditionnelles, au niveau des boucles, et au niveau des fonctions, par exemple. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cet exemple introductif au bloc. On va maintenant essayer de voir comment je peux utiliser ce bloc dans le cas qui nous concerne, la structure conditionnelle. La structure conditionnelle, c'est la première structure que l'on apprend en programmation qui nous permet en fait de faire des choix dans un programme. Jusqu'à ce que nous connaissions la structure conditionnelle, le programme en fait se déroule d'instruction en instruction. On a fini la première, on passe à la deuxième à la troisième, et ainsi de suite. À partir du moment où on utilise une structure conditionnelle, on arrive à faire un choix dans le programme. Si je suis dans ce cas-là, fais ça. Si je suis dans un autre cas, fais autre chose. Et donc, on arrive à réagir par rapport à une condition. Alors, une condition, c'est quoi? C'est tout simplement une expression qui peut être évaluée sans ambiguïté, à vrai ou à faux. Donc, il n'y a pas de notion de peut-être, il n'y a pas de notion de à la limite. Il faut que j'arrive à trouver une expression qui soit vraie ou fausse. Par exemple, si je dis 4 est inférieur à 6, c'est une condition évaluable
Si je considère les nombres entiers, 4 est inférieur à 6, et donc ça c'est une condition qui est toujours vraie. Par contre, si j'utilise une variable, n inférieur à 7, la condition reste toujours évaluable si la valeur de n est connue dans le programme. Pour des n inférieurs à 7, ça vaudra vrai, pour des n supérieurs ou égal à 7, ça vaudra faux. Alors attention, c'est une erreur que l'on fait communément, c'est que l'on échange très souvent le signe de comparaison d'égalité qui est un double égal avec l'opération d'affectation qui n'est qu'un seul égal. Et on va le voir, si jamais on bâtit une condition avec une affectation, eh bien l'affectation renvoie toujours vrai, ce qui n'apporte pas toujours le résultat escompté de l'opération que l'on essaie de mettre en place. Alors introduire une condition, ça va se faire avec le mot-clé if, donc if traduction de si en anglais. If va donc se baser sur une condition qui va être entre parenthèses, et si cette condition est vraie, on va passer à l'expression qui suit. On va écrire un petit programme qui lie un entier. Si l'entier est pair, on affiche pair, et s'il n'est pas pair, eh ben on va lui afficher... Non, on va déjà commencer par la condition simple. Hein. Si l'entier est pair, on affiche pair, et sinon on n'affiche rien. Ok, ça marche. Un petit if, tout bête. Hein. Et puis on va essayer de voir ensuite comment est-ce qu'on peut passer au else. Ouais. Bon, on va déjà mettre le else, hein. On fera un petit peu d'avance là-dessus. Alors je vais laisser mon bloc de côté, et je vais créer un fichier qui s'appelle if.c. De nouveau, je vais faire un include de c stdio pour pouvoir faire des printf et des scanf. Je vais faire ma fonction main qui est ici. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ma fonction main? Je vais donc lire un entier n. Ça marche. Je vais dire à quelqu'un, à l'utilisateur, donner un nombre entier. Voilà. La personne va donc me donner un nombre entier que je vais récupérer avec un scanf. Comme je récupère un nombre entier, le descripteur est %d. Voilà. Et je veux donc mettre %d dans mon entier n, mais si je veux que scanf puisse modifier la valeur de n, il faut que je mette un i commercial devant. Ça, c'est quelque chose que l'on reverra quand on parlera des pointeurs. Gardez pour l'instant seulement à l'esprit que si jamais je veux qu'une fonction puisse modifier la valeur d'une variable, et là c'est le cas, hein, puisque la valeur lue, je veux pouvoir la mettre dans n, eh bien il faut que je mette un i commercial devant. Ok. Donc, je vais faire tout simplement un if, une condition, et si cette condition est vérifiée, je vais faire une instruction. Alors comment je vais vérifier que n est pair? N est pair si le reste de la division entière par 2 est égal à 0. Voilà. Et donc tout simplement, je vais mettre un printf pair. \n. Voilà. Voilà, c'est terminé. Et je vais donc créer mon petit programme qui s'appelle if. Et je vais l'appeler if. Voilà. Et if me dit la syntaxe de la commande n'est pas correcte. Alors je vais peut-être rappeler comme un truc qui doit exister. Je vais l'appeler progif. Voilà. If doit être un mot-clé du terminal. Hein. Donc de temps en temps on a ce genre d'erreur. Donner un nombre entier, et ben, par exemple 4. 4 est pair. Ok, si je le relance, 5 ça m'affiche rien. Ok. Donc mon petit programme marche, il réagit effectivement en fonction de la parité du nombre. Ok, ça marche. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est dire, voilà, bon, mon petit programme, il marche bien avec un nombre pair. Si jamais, maintenant, je voulais indiquer que si jamais il n'est pas pair, il est impair. Eh bien, en fait, il faudrait que je passe, par un else. Voilà, tout simplement. Il faudrait que je passe par un else, et je me retrouverai, en fait, avec un print f, ici, et je dirais qu'il est impair. Voilà. Ce nombre est impair, donc là, tout simplement, si la condition est validée,
je vais dans ce bloc d'instructions. Sinon, ça veut dire que cette condition n'est pas validée, ça veut dire que le reste de la division entière par 2 n'est pas égal à 0, du coup je vais aller dans ce côté-là. Donc ça va me permettre de réagir non seulement à une condition, mais ça va me permettre de réagir aussi à l'inverse d'une condition. Alors je recompile, donner un nombre, cette fois-ci alors 4 me donne un nombre pair, alors que si je donne 5, maintenant ça m'indique bien que je suis impair. Ok, ça marche. Très bien, alors pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de bloc? Parce que là visiblement il n'y a pas de bloc. Il n'y a pas de bloc, mais on est sur un cas en fait très simple, c'est que le if en fait réagit sur une condition et ne lance qu'une seule instruction. Le else, lui aussi, ne se lance que sur une seule instruction. Imaginons par exemple que j'écrive une deuxième instruction ici, et que je dise je suis dans le sinon. Voilà. Donc je voudrais que si jamais n est impair, je voudrais écrire impair sur la première ligne et deuxième ligne, je suis dans le sinon. Ok. Compilons. Ok, je mets un nombre entier, 5. Impair, je suis dans le sinon. Ça marche. Progif, je mets 4. Pair, je suis dans le sinon. Ah, alors ça c'est quelque chose de plutôt imprévu. Pourquoi il se retrouve dans le sinon aussi? Eh bien tout simplement parce que if en fait ne permet de faire qu'une seule instruction. Donc la première instruction qui suit le if, elle est faite. La première instruction qui suit le else, elle est faite dans le cas où la condition n'est pas vraie. Mais ensuite, la structure if s'arrête. Donc c'est-à-dire que cette ligne-là, c'est comme si elle était en dehors du bloc if-else. Et donc elle est écrite à chaque cas. Si le nombre est pair, il écrit pair et je suis dans le sinon. Et sinon, il écrit impair et je suis dans le sinon. Alors comment je vais faire pour que ça réagisse bien? Eh bien, ce que je vais faire, comme le else ne peut réagir que sur une seule instruction, je vais lui dire, eh bien, tu as une seule instruction à exécuter, et cette instruction, c'est un bloc. Voilà. Du coup, alors je peux mettre le bloc comme ça, pour qu'on le voit bien. Donc j'ouvre un bloc. Dans ce bloc, je mets plusieurs instructions, et je dis donc, en fait, que lorsque le else est lancé, il doit lancer le bloc qui est associé. Et cette fois-ci, si je recompile, je vais bien avoir, si je mets 5, je suis impair et je suis dans le sinon. Si je mets 4, je suis pair, et la deuxième phrase ne s'écrit pas. Donc c'est pour ça que cette notion de bloc, elle est importante. Puisque le else ne sait utiliser qu'une seule instruction, on va lui dire que l'instruction qu'il doit lancer, c'est un bloc qui, lui, peut donc contenir plusieurs instructions. Et c'est pour ça, en fait, que vous allez retrouver très souvent cette notion de bloc. Alors, je pourrais avoir qu'une seule instruction et mettre un bloc quand même. Je pourrais mettre un bloc autour du if, ça serait pas faux. Un bloc peut ne contenir qu'une seule instruction, ça serait pas faux. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, mettent directement des blocs, quoi qu'il arrive dans le programme, parce que ça permet en fait de ne pas apprendre à toujours les divers comportements. On a toujours juste quand on met des blocs, donc pourquoi ne pas se dire que par défaut je vais mettre des blocs. Voilà. Ça c'est un programme qui marcherait parfaitement et qui est équivalent au programme que nous venons de voir. Donc on résume un petit peu ce que l'on a vu. Le si vous permet, sur une condition, de lancer une instruction. Et si jamais vous voulez lancer plusieurs instructions, eh bien, il faudra transformer ces instructions-là, il faudra les regrouper sous un bloc. Et c'est bien le bloc qui sera lancé par le si ou par le sinon. Si on veut effectuer une action lorsque la condition n'est pas respectée, il faudra utiliser le mot-clé else. Donc si la condition est respectée, on fait quelque chose. Sinon, on fait autre chose. Donc ça veut dire, si on est dans l'inverse de la condition, on va faire autre chose. Voilà. C'est ce que l'on a fait dans notre programme. On a aussi le cas où on doit tester une condition multiple. Là, pour l'instant, on a testé une condition, seulement c'était vrai, ou alors c'est faux. Donc on voit qu'en fait, on n'a que deux résultats en fait, à notre test. Mais parfois, en fait, la condition peut être un petit peu plus compliquée que ça. Et le mot-clé else, donc le sinon, peut donc introduire une nouvelle condition. C'est-à-dire, je suis dans cette condition? Non. Alors je suis dans celle-là? Non. Alors je suis dans celle-là? Non. Et on peut continuer comme ça. Et donc ça permet en fait de tester la valeur d'une variable sur plusieurs valeurs ou sur plusieurs intervalles.
Et ça se fait très simplement, hein, on va garder exactement la même syntaxe, sauf que dans le else, on va rebondir à chaque fois sur une nouvelle instruction. Alors il y a des langages de programmation qui ont un mot-clé spécial, hein, qui combinent le else et le if. Il y a certains langages de programmation qui ont le elif, par exemple. Alors en C, c'est pas le cas, donc ça reste vraiment la forme qui est utilisée vraiment sans ambiguïté, hein, sans problème. On va vraiment l'écrire en fait comme on le pense. Alors pour illustrer un petit peu ce rebond, on va imaginer un petit programme qui demande un âge sous forme d'un entier, et qui affiche, si le nombre est inférieur à 3, qui affiche que vous êtes un bébé, si le nombre est inférieur à 12, mais supérieur à 3, vous êtes un enfant, s'il est inférieur à 18, mais supérieur à 12, vous êtes un adolescent, s'il est inférieur à 70, mais supérieur à 18, vous êtes un adulte, et sinon, il va écrire tout simplement troisième âge. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs conditions, hein. Il y a 4 conditions à vérifier, et la cinquième, c'est tout simplement sinon, c'est-à-dire si vous n'avez été dans aucun autre cas au-dessus. Ok. Essayons de mettre ça en place avec ce que nous connaissons déjà sur le langage. Je vais appeler ça elsif. Elsif.c. Et dans mon elsif.c, je vais donc de nouveau faire une relation d'inclusion. C'est stdio. Je vais utiliser ma fonction main, voilà. Et je vais donc avoir un âge à lire. Donc l'âge est un entier, hein. On ne va pas faire les 2 ans et demi, 3 ans et demi, hein. On va faire les entiers en termes d'âge. La première chose, il faut que j'indique à l'utilisateur ce qu'il doit donner. Donc donner un âge. \n pour retourner à la ligne. Et je vais faire un scanf. Alors, je veux lire un entier, donc il faut que je passe par le descripteur D. Je veux modifier la valeur de âge, et pour que scanf puisse modifier la variable âge, je vais mettre un et commercial devant. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, hein, gardez juste à l'esprit que le et commercial devant la variable va vous permettre de modifier la valeur de la variable. Ok. Ensuite, j'ai quoi? Je vais vérifier, est-ce que l'âge est inférieur à 3? Si je suis dans ce cas-là, alors si je ne fais qu'une seule action, je ne suis pas obligé d'utiliser un bloc. Là, par exemple, si j'affiche juste que dans ce cas-là, je suis un bébé, je ne suis absolument pas obligé d'utiliser la notion de bloc, puisque je n'ai qu'une seule instruction. Ok. Ensuite, else. Alors, si je suis dans le else, ça veut dire que la première condition n'a pas été respectée. Donc, je sais forcément que j'ai un âge qui est supérieur ou égal à 3 si je me retrouve dans le else. Donc, je vais rebondir ici. Je ne suis pas obligé de vérifier que l'âge soit supérieur ou égal à 3, hein, je le suis déjà grâce au else. Donc, je vais juste vérifier que l'âge est inférieur à 12. Et si l'âge est inférieur à 12, je vais dire en fait tout simplement que je suis en présence d'un enfant. Voilà. Ensuite, else. Si je suis dans le else ici, ça veut dire que l'âge n'est pas inférieur à 3 et que l'âge n'est pas inférieur à 12. Donc ça veut dire que l'âge est supérieur ou égal à 12. Donc il ne me reste plus qu'à vérifier que l'âge soit inférieur à 18. Et dans ce cas-là, je vais tout simplement faire un print de adolescent. \n pour retourner à la ligne. Ok. Else. Si je suis là, ça veut dire que l'âge n'est pas inférieur à 3, n'est pas inférieur à 12 et n'est pas inférieur à 18. Donc si je suis là, je suis sûr que l'âge est supérieur ou égal à 18. Donc, il ne me reste plus qu'à vérifier que l'âge est inférieur à 70. Si l'âge est inférieur à 70, je suis en présence du coup d'un adulte. Voilà. Dernier exemple, du coup je me retrouve dans le else. Cette fois-ci c'est mon else définitif. Mon else qui veut donc dire qu'aucune des conditions du dessus n'a été remplie. L'âge n'est pas inférieur à 3, il n'est pas inférieur à 12, il n'est pas inférieur à 18, il n'est pas inférieur à 70. Donc l'âge est supérieur ou égal à 70 si je me retrouve ici. Et donc je peux écrire tout simplement troisième âge. Voilà. Alors je mets volontairement pas d'accent hein, parce que je n'ai pas le même jeu de caractères dans la console et les accents ils risquent de me les écrire de façon complètement tronquée. Bon, on va sauvegarder, on va regarder si tout fonctionne.
je vais faire un g++ de elsif.c et je vais l'appeler elsif. Voilà. Alors donner un âge, par exemple, je vais donner 2, c'est un bébé, ça marche. Je vais donner 8, c'est un enfant, très bien. 15, adolescent, ça marche. 45, adulte. Et 85, troisième âge. Ok, mon programme fonctionne. Alors naturellement, hein, écrit comme ça, ça veut dire aussi que si je mets un nombre négatif, comme par exemple -8, eh ben, je vais avoir un bébé. Pourquoi je vais avoir un bébé? Puisque -8 étant inférieur à 3, forcément, même si c'est un nombre entier, il est inférieur à 3, donc en fait, ça veut dire que la première condition est validée et qu'il va m'écrire bébé. Hein. Mais maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les différentes conditions, je pense que ça ne pose aucun problème. On peut avoir une structure alternative à ce que l'on vient de faire, hein, au if, else, et on rebondit directement sur une autre condition. Certains langages de programmation, dont le C, vous offrent une structure switch. Donc, c'est-à-dire, switch est en fait une structure qui va évaluer la valeur d'une variable, et selon que cette variable va prendre une valeur, eh bien, on va pouvoir réagir. Alors, ça veut dire aussi que quand vous utilisez un switch, ou un switch case, votre variable doit avoir un nombre fini de valeurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser un switch si votre variable peut avoir, par exemple, peut représenter tous les nombres entiers. Parce que sinon, ça veut dire qu'il va falloir faire un cas où votre nombre vaut 1, un cas où votre nombre vaut 2, vaut 3, vaut 4, et que vous allez devoir gérer tous les nombres entiers. Ce qui n'est pas possible de faire. Là, en fait, vous allez simplement utiliser le switch lorsque vous avez, par exemple, uniquement 3 cas de valeurs possibles pour la variable. 0, 1, 2, 3, par exemple, ou alors que vous ayez une chaîne de caractères en nombre fini, ou ce genre de choses. Vous pourrez le faire, mais donc ça limite par rapport à ce que l'on a pu faire dans l'exemple précédent, où il était possible, en fait, d'avoir des intervalles. Alors, comment marche cette structure? Tout simplement, vous allez faire un switch, cette fonction va prendre un paramètre, une variable en paramètre, et va évaluer la valeur que prend cette variable. Et ensuite, vous allez définir, dans le cas où elle vaut 1, je fais quelque chose, dans le cas où elle vaut 2, je fais autre chose, dans le cas où elle vaut 3, je fais encore autre chose, et si jamais je ne suis rentré dans aucune des autres conditions, c'est-à-dire qu'elle a une autre valeur que je ne traite pas, je vais tout simplement avoir une instruction qui s'appelle default, qui va me permettre de dire, voilà, je vais rentrer là-dedans si aucun des cas au-dessus n'a été validé. Alors, on va essayer de tester une condition multiple avec un switch. On va voir aussi qu'il y a un petit mot-clé qui est très important, qui est l'instruction break. Break, en fait, c'est le mot anglais pour dire casser, hein. Et dans l'idée ici, ça veut tout simplement être de dire, je vais casser la structure pour en sortir. Je vais casser le déroulement de la structure, et je vais sortir de la structure, et on va voir que le break va me permettre justement de ne pas cumuler plusieurs cas. Ok. On va essayer de voir un petit peu comment on fait le default, et on va écrire tout simplement un petit programme de serveur de messagerie. Le programme va lire un entier, et si jamais l'entier c'est 1, on va afficher écouter vos messages. Si c'est 2, on va afficher supprimer vos messages. Et si jamais c'est ni l'un ni l'autre, on va tout simplement afficher que nous n'avons pas compris la sélection de l'utilisateur. Ok. Alors, comment est-ce que j'écris ça avec un switch? Pas très compliqué, hein. Je vais tout simplement faire un switch.c. Voilà. Sur les include, je reviens pas, hein, c'est toujours les mêmes. On fait le petit main. Voilà. Alors de quoi j'ai besoin? Je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Non, j'ai oublié le n, include. Je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre n. Ok. Et puis je vais écrire par exemple printf, quelle est la fonction demandée. Quelle est la fonction demandée? Point d'interrogation. Et je vais demander donc à l'utilisateur de me donner une fonction. Je vais lire le code de cette fonction. Je vais faire un %d.
Je vais lire le code de la fonction que je vais stocker dans la variable n. Si je veux que scanf puisse modifier la valeur de n, il faut que je mette un et commercial devant, j'oublie pas. Et donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais faire un switch sur la variable n, et je vais essayer de voir quelle valeur peut prendre en fait cette variable n. Dans le cas où n vaut 1, donc un case 1, si l'utilisateur m'a rentré le nombre 1, bah, je vais tout simplement lui proposer de écouter les messages. Voilà. Dans le cas 2, non, il n'y a pas de bloc justement ici, je vais faire tout simplement un printf, supprimer les messages. Alors je vais mettre un petit peu des backslash n pour que ce soit plus propre à lire. Et si jamais l'utilisateur n'a saisi ni 1 ni 2, je vais me retrouver dans le cas par défaut. Et là, je vais lui écrire tout simplement printf, je n'ai pas compris votre sélection. Voilà. Alors là, j'ai pas mis de break, parce que je voulais vous montrer l'erreur qu'on va obtenir. Et donc, en fait, on va essayer de comprendre comment ça marche. Je vais me retrouver dans mon terminal. Je vais compiler mon switch.c en switch, en espérant que ce n'est pas de nouveau un mot-clé du langage. Alors, quelle est la fonction demandée? Alors, imaginons, je mets quelque chose qui n'est pas connu. 8, je n'ai pas compris votre sélection. Ok, ça a l'air de marcher. Quelle est la fonction demandée? Je veux écouter les messages, je vais mettre 1. Ah, et là j'ai un petit problème. Bah, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant 1, il m'a bien mis écouter les messages, mais il m'a aussi mis supprimer les messages, et il m'a aussi mis je n'ai pas compris votre sélection. Donc en fait, il a écrit le premier ordre, puis il est allé au deuxième, puis il m'a écrit le troisième. Tout ça vient du fait, en fait, que dans le switch, vous n'avez pas la notion de bloc qu'on a vu jusqu'ici. Les instructions sont exécutées à la suite, hein. Donc si on est dans le cas 1, eh bien ça veut dire tout simplement que je vais démarrer ici, mais que si on ne m'arrête pas, ben, je vais aller jusqu'au bout, et ainsi de suite. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est de dire, bah non, si tu as le cas 1, tu démarres effectivement sur cette instruction-là, mais une fois que tu l'as fait, bah, tu sors de la structure switch, tu break, ok? Tu casses l'exécution de la structure switch. Il me faut aussi un break ici. Alors derrière le default, vous n'avez pas forcément besoin de break parce que vous êtes à la fin de la structure, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même plus sympa d'y penser et de le mettre ici. Voilà, je compile. Et cette fois-ci, on va essayer de lancer la question 1, j'écoute les messages, ça marche. La 2, je supprime les messages, et si jamais je mets autre chose, je n'ai pas compris votre sélection. Et j'ai maintenant donc un programme qui marche complètement. Voilà. Donc il faut bien faire attention, hein, le break va me permettre en fait d'interrompre la structure pour ne pas en fait que toutes les instructions se mettent à la suite. Il faut vraiment voir que si vous êtes dans le cas 1, ça veut dire que ça démarre ici. Si vous êtes dans le cas 2, ça démarre ici. Et si jamais vous ne faites pas de break pour sortir de la structure, bah, tout simplement vous allez aller jusqu'au bout. Ok. Alors le default, c'est une bonne idée de toujours en mettre un dans une structure switch. Et la plupart du temps, c'est une bonne idée en fait de dire que quand vous êtes ici, c'est que quelque chose s'est mal passé. C'est-à-dire que le paramètre, la valeur du paramètre n'était pas attendue. Normalement, on aurait dû le traiter. Si on est là, c'est qu'il y a un problème. Et donc tout simplement d'arriver à dire, voilà, j'ai un problème, je ne sais pas ce qui se passe. Donc c'est quelque chose de toujours mettre un default et toujours dire, voilà, gérer un cas d'erreur, c'est une bonne habitude à prendre. Ça vous permet, par exemple, de retrouver assez facilement les erreurs. N'oubliez pas qu'un programme, ça évolue toujours. C'est pas parce que votre programme marche parfaitement aujourd'hui qu'on n'y apportera pas des améliorations demain pour qu'il fasse de plus en plus de choses. Et d'avoir en fait un switch qui vous dit dès le début, oula, tu es en train de travailler sur un cas qui n'était pas prévu à la base, peut-être qu'il y a quelque chose à modifier, ça peut vous faire gagner énormément de temps pour comprendre en fait pourquoi votre programme ne fonctionne pas comme prévu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire encore quelque chose sur la structure conditionnelle? Alors, on va voir que, naturellement, on peut construire des opérateurs beaucoup plus complexes.
On peut combiner les différentes conditions avec des opérateurs logiques. Pour combiner les opérateurs logiques, on va utiliser surtout 3. Donc le et logique, donc en fait vous mettez deux conditions, vous mettez un et au milieu, et le et en fait, le résultat du et est vrai si jamais les deux conditions sont vraies, et est faux dans tous les autres cas. Ça veut dire qu'une condition vraie ne suffit pas en fait à valider un et. Vous avez aussi le ou logique. Le ou logique en fait va renvoyer vrai si au moins une des deux conditions est vraie. Et naturellement si les deux sont vraies également. Et vous avez le non, qui est simplement le point d'exclamation en C, qui va vous permettre de retourner la valeur de vérité d'une condition. Une condition fausse devient vraie, une condition vraie devient fausse. Voilà. Et on peut simplement mélanger les opérateurs lorsque on a besoin de construire une condition beaucoup plus complexe. Alors attention quand même au niveau de la priorité opératoire, hein. Il n'y a pas forcément de priorité opératoire entre l'opérateur et l'opérateur ou. Ce qui veut dire que quand vous créez une opération très complexe où vous avez besoin à la fois de et de ou, eh bien il va falloir mettre des parenthèses pour dire en fait quelles sont les opérations qui ont lieu avant les autres. Alors est-ce qu'on peut par exemple mettre un petit et en place sur quelque chose que l'on a déjà écrit? Est-ce qu'on avait un petit if qui est ici? Donner un nombre entier. Ok. Imaginons que le if, je veux le remplacer par je veux qu'il soit pair et positif. Donc, si je veux qu'il soit pair et positif, je vais dire que je veux que le reste de la division entière par 2 soit égal à 0, et, opérateur et, ça veut dire tout simplement, je veux aussi que n soit supérieur ou égal à 0. Voilà. Et donc je vais dire que dans ce cas-là, je suis sur un pair positif. Hein, j'ai bien mis l'opérateur et entre les deux conditions. Je ne vais aller dans cette partie du if uniquement si cette condition est vraie et si cette condition est vraie. Une seule condition vraie ne suffira pas puisque j'ai mis un opérateur et. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre ici si je suis pair positif. Ça veut dire que si je rentre dans le else, eh bien ça veut dire que soit mon nombre est impair, ou alors il est négatif. Ok? Si mon nombre doit être pair positif pour valider la condition, eh bien s'il est impair, il ne valide pas la condition. S'il est négatif, il ne valide pas la condition. Et naturellement, s'il est impair et négatif, il ne validera pas la condition. Voilà. Donc, on peut maintenant construire des opérateurs beaucoup plus évolués, avec des conditions beaucoup plus complexes, justement basées sur ces opérateurs logiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore voir? On va terminer avec les lois de De Morgan. Alors, les lois de De Morgan, hein, c'est les lois d'Auguste De Morgan, donc c'est un mathématicien, logisticien, qui a vécu de 1806 à 1871. C'est assez amusant de rappeler les dates, en fait, de ces personnes-là, puisque c'est des gens qui ont vécu en fait avant qu'il y ait le moindre ordinateur de présent. Et pourtant, lui, comme par exemple Georges Boole qui est à l'origine de l'algèbre de Boole, ce sont des gens qui ont amené énormément à l'informatique alors qu'ils n'avaient aucune idée à l'époque que leurs travaux en fait pourraient se servir dans un ordinateur. Ils réfléchissaient déjà sur des calculateurs automatiques, mais on ne pensait pas qu'on arriverait un jour à des machines aussi sophistiquées. Alors, qu'est-ce qu'il a ramené, Auguste de Morgan, dans le chapitre de la logique? Eh bien, Auguste de Morgan a trouvé des relations, en fait, entre des opérations logiques. Et donc, en fait, il s'est aperçu que la négation d'un opérateur et, la négation de A et B, c'était en fait égale à la négation de A ou à la négation de B. Alors, c'est pas forcément évident, ça tombe pas forcément sous le sens quand on le lit. Hein. On se dit comment est-ce qu'un non et peut devenir un ou? Eh bien, en fait, on vient de le mettre à jour hein, dans notre exemple. On a vu que si on a un et dans la condition, eh bien le sinon devient ou. Et donc, c'est exactement ce qu'Auguste de Morgan a montré. La négation d'un et devient ou. Et la contrepartie, c'est que la négation d'un ou devient un et. Il y a donc une petite erreur d'ailleurs là-dedans dans le slide que je vais immédiatement rectifier. La négation d'un ou devient un et. Et donc tout simplement,
Cela permet, quand on écrit des conditions, eh bien, tout simplement, quand on écrit des conditions, parfois, il est plus simple d'écrire la négation d'une condition que la condition elle-même. Et grâce aux lois de De Morgan, en fait, on arrive à rapidement retrouver comment retrouver la négation d'un « et » ou la négation d'un « ou », comment l'écrire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être très sympa, surtout, par exemple, quand on n'a que la négation d'une condition. On se retrouve parfois, dans certains cas, à dire, voilà, si je suis dans ce cas-là, ben, je fais rien. Par contre, si je ne suis pas, je fais quelque chose. Donc je me retrouve avec des instructions uniquement dans le sinon et rien dans le si. C'est pas très élégant en fait à écrire ce genre de choses, et donc il ne faut pas hésiter en fait à prendre la négation de la condition, et si vous prenez la négation de cette condition, vous allez ramener les instructions du sinon dans le si. Et donc ça on peut le faire justement avec les lois de De Morgan. Bon, je pense qu'on a fait un tour assez sympa de ce qui pouvait être fait au niveau des structures conditionnelles. Ça y est, notre programme peut enfin réagir à des choix différents. Nous avons insisté sur cette notion de condition, et une condition, c'est cette expression un petit peu particulière qui a toujours comme valeur de retour soit vrai, soit faux. Cette valeur de retour, elle est très importante puisque c'est sur cette condition que nous allons bâtir en fait notre programme. La condition est vraie, je vais faire quelques instructions, la condition est fausse, je vais faire d'autres instructions. Et nous avons vu comment mettre ce genre de choix en place. La possibilité que nous avons maintenant de faire des choix va nous permettre en fait de garder le même programme pour gérer en fait les différentes variantes d'un programme. Nous ne sommes plus en fait dans la structure très figée où le programme commence sur la première instruction et termine sur la dernière et a vraiment exécuté toutes les instructions, mais notre programme maintenant va pouvoir réagir à des paramètres, à des saisies utilisateurs, et va donc avoir un déroulement différent selon en fait les paramètres sur lesquels il va se baser. Donc la structure si, alors sinon, c'est quelque chose de très basique, mais que l'on va retrouver en fait tout au long de notre vie de développeur, puisque c'est celle-là qui va nous permettre de faire des choix différents et de rendre nos programmes de plus en plus complexes. L'idée aussi, c'est qu'un même programme va pouvoir gérer maintenant des cas de figure complètement différents et ramener en fait le bon résultat suivant la demande qui a été faite. Bref, nous explorons toujours de plus en plus en profondeur le langage C. Maintenant, nous arrivons à faire des choix. Les programmes vont être beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressants aussi, et vont pouvoir résoudre plusieurs problèmes qui vont leur être soumis par les différents utilisateurs. Nous allons continuer avec la notion de boucle, qui est énormément liée à la notion de condition également, puisque la boucle peut également s'arrêter sur une condition bien particulière. Et la notion de condition dans une boucle est exactement la même que la notion de condition sur la structure conditionnelle. Donc je vous dis à très vite pour cette notion de boucle et cette prolongation de la condition. Et donc, prochaine vidéo sur les boucles. À bientôt!